Merci mes amis. Merci, merci et merci pour votre accueil qui, comme toujours, fait chaud au cœur. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 40 jours que nous sommes partis en campagne. Et à 91 jours de l'élection européenne, nous faisons ici notre 5e réunion publique dans ce beau département du Nord. Je voudrais à ce titre remercier notre député et délégué départemental Sébastien Chenu qui nous fait l'honneur de nous convier ici à Caudry. Alors, même si les départements changent, même si la météo change parfois, même si les visages que je rencontre à chaque fois changent, il y a quelque chose qui ne bouge pas depuis le début de cette campagne et qui, je l'espère, du fond du cœur, va nous mener à la victoire. C'est la chaleur de votre accueil et de votre enthousiasme. J'en profite d'ailleurs parce que je sais que vous êtes aujourd'hui nombreux à nous suivre en ce moment en streaming sur les réseaux sociaux pour vous dire qu'on sera dimanche prochain 3 mars à Bessières en Haute-Garonne. Voilà, pub terminée, on peut parler de politique. Comme je l'ai fait hier en Haute-Marne, j'aimerais commencer ce discours par une bonne nouvelle. C'est assez rare pour être souligné, tant l'actualité nous fournit des sujets de colère et d'inquiétude. Cette fois, c'est une bonne nouvelle. Le dernier commanditaire des attentats du Bataclan, le djihadiste français le plus recherché, a été abattu cette semaine par nos forces armées en Syrie. En voilà un qui a eu le sort qu'il mérite. En voilà un de moins que Castaner et ce gouvernement de fous ne seront pas tentés de rapatrier. Quand on a pris les armes contre la France, quand on embrasse l'idéologie mortifère qu'est l'islamisme, alors le seul sort que l'on mérite, c'est de croupir dans les prisons irakiennes, dans les prisons syriennes ou de finir exécutés. Nous sommes clairs là-dessus. Avec nous, ces bombes humaines ne reviendront jamais, jamais en France. Sur ce sujet, la plupart des États européens font preuve du bon sens élémentaire. La Suède a dit non au retour de ces barbares. L'Autriche a dit non. Les Pays-Bas ont dit non. Et le Royaume-Uni a dit non, en annonçant d'ailleurs qu'ils allaient déchoir une djihadiste partie combattre afin qu'elle ne revienne plus jamais sur le territoire britannique. Mais Macron et Castaner, eux, considèrent qu'il faut leur ouvrir les bras, qu'il faut les accueillir chez nous. Chez nous, ils seront bien sûr remis en liberté dans quelques années. Venant s'ajouter, on l'a appris récemment, aux 450 individus radicalisés qui vont sortir de prison dans le courant de l'année et qui vont se balader dans nos villes, dans nos villages. Mieux encore, nous avons eu confirmation cette semaine que la lutte contre la fraude sociale et fiscale n'était pas menée, à tel point que des djihadistes partis combattre chez Daesh continuaient de percevoir des prestations sociales. Et vous avez bien entendu, des djihadistes partis combattre chez Daesh ont continué à percevoir des prestations sociales. On marche sur la tête. Celui qui prend les armes contre la France continue de bénéficier de ses allocs pendant que vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois. Et évidemment, eux, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'ont jamais été inquiétés par l'État. Je crois qu'un grand ménage s'impose. Et ceux qui nous expliquent le matin que la France doit rapatrier des djihadistes sont les mêmes qui le soir vont défiler contre l'antisémitisme. Ce sont les mêmes. Ce ne sont pas des rassemblements, des marches qui vont régler le problème de l'antisémitisme en France, et nous l'avons dit. Par leur inaction pendant des années et des années, nos responsables politiques sont responsables du développement de l'antisémitisme, mais aussi de la haine de la France, de notre culture, de nos traditions, de ce que nous sommes dans des centaines de quartiers partout dans nos banlieues. La solution, et nous ne cesserons de le répéter, c'est de mettre le fondamentalisme islamiste à genoux. Vous l'avez entendu tout à l'heure et j'ai entamé notre campagne par cette phrase
gagner demain, ce n'est pas une option, c'est une nécessité et disons même que c'est une urgence. C'est une urgence parce que chaque jour qui passe, c'est un nouveau commerce qui met la clé sous la porte. C'est un bureau de poste, un bistrot, une maternité qui baisse le rideau. C'est un emploi qui se délocalise au bout du monde. C'est une immigration toujours plus importante qui s'installe dans nos villes et nos villages, en modifiant parfois le visage. Gagner demain est une nécessité, car chaque jour qui passe est un jour supplémentaire de doute et de souffrance pour de trop nombreux compatriotes qui peinent à boucler les fins de mois. Chaque mois, vous vous dites, lorsque vous recevez votre fiche de paie, lorsque vous voyez votre salaire arriver, vous vous dites, j'ai travaillé dur, j'ai pas ménagé mes efforts, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Chaque fois que vous payez vos impôts, vous vous dites, je paye beaucoup et c'est le sentiment qu'on a tous, je donne beaucoup à l'État, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Chaque fois que vous avez besoin de l'État, vous vous dites, il n'est pas là pour moi, mais il est là pour les autres. Et ce que vous ressentez, au fond, ça s'appelle l'injustice. Et au fond, ce que reprochent les Français à Macron, c'est d'amplifier toutes ces injustices. L'autre jour, cette semaine, un journaliste me demandait si je regrettais d'avoir soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Comme s'il fallait retenir de ce mouvement que les heurts, que la haine, que les violences d'une minorité de racailles d'extrême gauche qui, comme d'habitude, ont tenté d'en discréditer le mouvement. Alors oui, nous assumons d'avoir soutenu les revendications des Gilets jaunes. Non, nous ne faisons pas l'amalgame entre les vrais gilets jaunes et ceux qui ont voulu pourrir le mouvement. Vous savez, ceux qui sont jaunes à l'extérieur, mais rouges ou verts à l'intérieur. Non, je ne regrette pas d'avoir soutenu des Français qui se sont rassemblés dans la rue autour d'un rond-point pour exprimer une colère. Non, je ne regrette pas d'avoir soutenu ces artisans, ces commerçants, ces chômeurs, ces agriculteurs, ces mères de famille, ces apprentis, ces retraités qui souffrent et qui ont lancé un cri de détresse en revêtant un gilet jaune ou en le déposant sur le bord de la voiture. Et je ne le regrette pas, pourquoi? Parce que je n'oublierai jamais que avoir vu ma mère finir le mois avec 20 € est l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique à l'âge de 16 ans. Ici, chez vous, dans le Nord, quand on parle de travail, du mérite, de dignité, tout le monde sait de quoi on parle. C'est une région industrielle, une région travailleuse qui a subi, comme tant d'autres, tous les assauts de l'Union européenne sans protection ni frontières. La concurrence internationale déloyale qui a mis au tapis nos emplois, le refus de faire le patriotisme économique qui a causé le départ de nos usines et l'augmentation de la pauvreté pour des milliers de familles. Peut-on dire que la France progresse quand un Français sur deux vit des fins de mois difficiles? Peut-on dire que la France progresse quand un Français sur trois renonce à se soigner parce qu'il n'en a plus les moyens? Peut-on dire que la France progresse quand des milliers d'agriculteurs gagnent moins de 300 € par mois? Peut-on dire que la France progresse encore quand un handicapé sur 5 est au chômage et que plus de 3500 enfants en situation de handicap ne sont pas scolarisés faute de place et faute de moyens accordés par l'État? On nous avait vendu le grand débat comme la bouteille d'oxygène démocratique. C'est en fait le grand blabla. Un salon de thé avec des invités triés sur le volet, des maires sélectionnés par le pouvoir, des questions choisies à l'avance où l'on peut parler de tout et surtout de rien. L'insécurité, les cambriolages qui pourrissent la vie des Français au quotidien, dont votre département est l'un des plus touchés en France. Pas une seule question là-dessus. Qui en parle dans ce grand débat? Qui met ces sujets sur la table à part nous? Et en matière de cambriolage, on sait la responsabilité des bandes criminelles venues d'Europe de l'Est qui pourrissent la vie au quotidien des habitants, et notamment ici dans le Nord. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comme d'habitude, fort avec les faibles, mais faible avec les forts, vous connaissez la musique. Les Français attendent aujourd'hui d'être réinvités à la table du pouvoir. Arrêtons les histoires de grands débats. Il existe un lien très simple pour redonner au peuple le pouvoir de décider, et nous le proposons depuis 20 ans. Ça s'appelle le référendum d'initiative citoyenne. Voilà un moyen concret,
réelle, sans discussion inutile pour remettre les Français au cœur des décisions, pour leur permettre de se réapproprier leur destin et de trancher sur des questions très concrètes, à commencer par la question migratoire. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, l'immigration n'est pas un sujet qui divise les Français. C'est un sujet qui les rassemble puisque 80% des Français considèrent qu'il est temps de mettre fin à la folie migratoire. Le problème de Macron, c'est qu'il ne comprend pas la France. C'est qu'il ne ressent pas les millions et les millions de Français qui souffrent dans notre pays. Pour lui, la France est une salle de marché, un hall de gare composé de gens qui réussissent et de gens qui ne sont rien, souvenez-vous de ce qu'il avait dit, d'illettrés, d'alcooliques, de fainéants, de Gaulois réfractaires. Aussi, oui. Nous sommes, hier, avec Marine et Virginie Joron, allés visiter une ferme d'élevage dans le département de la Haute-Marne. Ah bah des applaudissements pour la Haute-Marne. Alors, je reprends. Nous étions hier avec Marine et Virginie Joron, qui est candidate sur notre liste, en Haute-Marne pour y rencontrer une famille qui a consacré sa vie et son énergie à cette si belle cause. Aujourd'hui, en 2019, et personne n'en parle, c'est un agriculteur qui se suicide en silence tous les 2 jours. Et cette situation de détresse, on ne peut plus l'ignorer. L'agriculture sera un sujet essentiel de l'élection européenne. L'agriculture, ce n'est pas juste des champs à perte de vue et un imaginaire paysan dont tout le monde ne peut être que fier. L'agriculture, c'est toute une histoire. C'est plus qu'un outil. C'est une source de puissance pour assurer à la France sa place dans le monde. C'est pourquoi il est essentiel que l'on défende et que l'on soutienne notre agriculture dans son développement et dans ses ambitions innovantes. Et donc nos agriculteurs, nos éleveurs, si courageux, si talentueux, mais dont des milliers vivent aujourd'hui avec moins de 300 € par mois parce qu'ils n'arrivent plus à faire face. Alors oui, il faut les défendre. Il faut les défendre face à la concurrence déloyale. Il faut permettre à nos enfants, dans les cantines, des écoles, des collèges, des lycées, de consommer des produits du coin et non des produits venus d'ailleurs. Nos agriculteurs, nos éleveurs ne demandent pas à vivre des années et des années sous perfusion d'aides ou de subventions. Comme beaucoup de Français, ils veulent tout simplement qu'on leur permette de vivre de leur travail. Il faut développer les circuits courts, se tourner vers le localisme. Il faut donner une priorité à la production française sur les marchés publics. Il faut enfin cesser de se soumettre à la concurrence étrangère et avoir le courage de mettre des droits de douane lorsque nos emplois et nos productions sont menacés par des produits venus d'ailleurs. Le protectionnisme, c'est quoi? Le protectionnisme, c'est du bon sens. Ce ne sont pas des murs autour de la France, comme nos adversaires voudraient le faire croire, des écluses, des petites barrières qu'on baisse quand on a besoin en fonction des besoins de notre pays. Et tous les pays du monde, excepté dans l'Union européenne, font du protectionnisme. Tous. Aux États-Unis, par exemple, des politiques protectionnistes existent depuis un certain nombre d'années avec le Buy American Act. Le Buy American Act, c'est quoi? Eh bien, ça revient tout simplement à réserver les 2/3 des marchés publics américains à des entreprises et des usines américaines. Voilà ce qu'il faut faire. Macron aura beau expliquer qu'il n'est là que depuis 21 mois. Il porte une responsabilité très lourde dans la situation du pays. C'est lui qui a fait le choix d'alourdir la pression fiscale, notamment sur nos retraités à qui il a augmenté la CSG, de baisser les aides au logement pour nos jeunes, de faire des cadeaux fiscaux de dingue à nos compatriotes qui gagnent le plus dans notre pays. C'est lui encore qui a fait le choix d'augmenter massivement le budget alloué à l'accueil des clandestins pour la 2e année consécutive. C'est lui qui s'était engagé, souvenez-vous, à ce qu'avant la fin de l'année 2017, plus aucun Français ne dorme dans la rue. Nous sommes en 2019 et 143 000 personnes dorment toujours dans la rue dans notre pays. Et en même temps, vous connaissez désormais l'expression, en même temps, dans un claquement de doigts,
on trouve des centaines de places pour héberger des clandestins à vos frais, à qui, rappelons-le, je disais tout à l'heure qu'un Français sur 3 n'a plus les moyens de se soigner, clandestins à qui on offre au passage l'intégralité de la palette de soins gratuite. C'est hallucinant. C'est lui qui est aujourd'hui tout seul. Vous avez vu que ses proches sont soit en prison, soit sont en train de quitter le navire. Vous voyez ce que fait Macron? Eh bien, nous ferions exactement l'inverse. Ils asphyxient les Français par l'impôt et les taxes, nous défendons la paix fiscale. Ils défendent l'ouverture totale des frontières, la dérégulation et la mondialisation sauvage, nous défendons la révolution du bon sens, le localisme, le patriotisme économique et des frontières qui protègent. Ils font des économies sur le dos des Français les plus modestes. Nous ferons des économies sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale, sur l'Union européenne et sur toutes les agences gouvernementales chargées de recaser les copains du pouvoir. Mes amis, nous sommes à moins de 100 jours des élections européennes et je vous demande de ne rien lâcher, de tout donner dans cette campagne. Car oui, cette échéance est capitale pour l'avenir de la France et pour l'avenir de l'Europe. Pour l'avenir de la France d'abord, car ces élections constituent les premières échéances électorales depuis l'élection d'En Marche à la tête de notre pays et ils devront bien sûr nous rendre des comptes. Pour l'avenir de l'Europe, ensuite. Hier, nous n'avions pas d'autre alternative, pas d'autre choix que de nous soumettre à l'Union européenne ou d'en sortir. Aujourd'hui, les idées que nous incarnons arrivent au pouvoir partout en Europe. Quand Orban parle d'une alliance des nations contre l'immigration massive, nous comprenons ce qu'il veut dire et ressentons cette même espérance. Quand Salvini veut empêcher son pays, l'Italie, de subir des vagues de migrants qui le changeront à jamais et pas pour le mieux, nous comprenons ce qu'il veut dire et ressentons la même espérance. Quand Salvini encore refuse le traité de libre-échange avec le Canada, imposé par Bruxelles, qui porte des normes sanitaires, environnementales qui ne sont pas les nôtres, qui menacent la survie même de nos éleveurs, de nos emplois, nous comprenons ce qu'il veut dire et ressentons la même espérance. Quand nos alliés autrichiens du FPO lancent une offensive contre l'islamisme, qu'ils expulsent 60 imams radicaux, qu'ils ferment des mosquées radicales, nous comprenons ce qu'ils veulent dire et ressentons la même espérance. Le patriotisme, ce n'est pas un concept ringard, c'est une idée du présent, c'est un horizon pour l'avenir. Partout les peuples se rebellent et partout les peuples refusent que l'on décide à leur place et dans leur dos contre leurs intérêts. Une Europe des nations qui respecte la volonté et l'identité des peuples sans jamais rien leur imposer de contraire à leurs intérêts, c'est possible. Et si nous y croyons suffisamment fort, si chacun d'entre nous se mobilise, alors un espoir à l'échelle de tout le continent est possible. Mes amis, être tous ensemble aujourd'hui à Caudry, dans cette terre remarquable qu'est le Nord, je vais vous dire, c'est le meilleur moyen de se rappeler pourquoi on se bat. On se bat parce que notre pays est beau, on se bat parce que notre pays est grand, on se bat parce que nous sommes fiers d'être de France, on se bat parce que nous savons que ce que nous vivons avec Macron, ce n'est pas une fatalité. On peut assurer la sécurité de nos compatriotes, on peut lutter efficacement contre l'islamisme, on peut arrêter la submersion migratoire, on peut protéger nos agriculteurs, nos éleveurs et agir pour le pouvoir d'achat des Français. Mais pour ce faire, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Je veux que jusqu'au 26 mai, vous alliez partout. Cherchez tous les Français convaincus, mais aussi les Français indécis, et peut-être encore les Français désabusés qui n'y croient plus en leur disant que s'abstenir le 26 mai, c'est voter Macron. Je veux que vous alliez les chercher pour leur dire que le moment politique est venu, pour leur dire que le compte à rebours a commencé et que nous allons arriver au pouvoir. Vive le peuple français et vive la France! Réfractaire ou pas?
en allant hier en Haute-Marne, je me suis dit, qui sont les plus chaleureux, la Haute-Marne ou le Nord? Merci mes amis, je vous demande désormais d'accueillir celui que vous connaissez désormais, qui a fait le choix de nous rejoindre. Il a écrit plus d'une quinzaine d'ouvrages, consacré une partie de sa vie à l'écologie humaine. Il apporte aussi cette touche écologique à notre projet que nous allons massivement développer dans le cadre de cette campagne. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Hervé Juvin. Chers amis du Cambrésis, chers amis du Nord, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un peu d'émotion que je prends la parole ici devant vous. J'ai eu l'occasion depuis hier de courir au long des canaux de Cambrai. J'ai eu l'occasion de voir le musée Matisse à Cateau. J'ai eu l'occasion de découvrir Caudry. Et si je dis que c'est avec émotion que je m'adresse à vous cet après-midi, c'est parce que j'ai mesuré. J'ai mesuré à quel point le destin de la France et le destin de l'Europe, à plusieurs reprises dans notre histoire, s'est joué sur une terre de tant de travail, de tant de sacrifices, de tant de souffrances aussi, mais à quel point sur cette terre, nous étions au cœur de la France, nous étions au cœur de l'Europe, et nous étions au cœur de notre destin commun. Et ce que je voudrais vous dire cet après-midi, Jordan Bardella l'a évoqué, c'est que ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui vous rassemble autour de nous, c'est bien le destin de la France et c'est bien le destin de l'Europe qui se joue. Pour la première fois, sans doute, depuis combien d'années, depuis combien de scrutins, nous pouvons changer l'Europe pour sauver les nations et nous pouvons changer l'Europe pour sauver la France. C'est ce qui est en jeu. C'est ce qui sera en jeu dans ces élections du 26 mai. Oui, nous pouvons de l'intérieur changer l'Union européenne, la changer pour l'Alliance européenne des nations, parce que le sort de la France, le sort des nations et le sort de l'Europe est en jeu. Vous le savez comme moi, vous en constatez pour beaucoup d'entre vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois les dégâts. L'Union européenne est sortie de son lit et l'Union européenne est devenue une menace pour l'Europe. L'Union européenne est en train de défaire l'Europe, elle est en train de défaire les nations. L'Union européenne, vous le savez, elle est pleine d'idées modernes devenues folles. Elle est pleine de l'idée de l'ouverture sans frontières à tous les mauvais vents de la globalisation et de la mondialisation. L'Union européenne, elle est pleine du risque du post-national, c'est-à-dire de groupes d'experts, d'autorités indépendantes, etc., qui se substituent aux peuples européens, qui remplacent les nations et qui mettent fin à la souveraineté des nations et au débat politique. Nous le refusons. L'Union européenne devenue folle, c'est une union qui détruit le marché intérieur pour s'ouvrir pleinement aux fameux traités de libre-échange, qui ouvre nos marchés, qui ouvre nos assiettes, nos foyers, nos commerces à des produits que nous n'aurions pas le droit de produire chez nous. Que sont ces traités de libre-échange qui sont toujours les traités du moins-disant, le moins-disant social, le moins-disant fiscal, le moins-disant environnemental? L'Union européenne, c'est, comment ne pas le dire en ce moment où chaque samedi les gilets jaunes remplissent les rues, encore à Cambrai hier, c'est la dépossession de nos libertés politiques. La démocratie, c'est quoi? C'est le fait que nous soyons appelés à voter, c'est le fait que nous puissions débattre, que nous puissions faire connaître notre opinion et que sur tous les sujets, c'est la volonté du peuple exprimée dans les urnes qui doit l'emporter. L'Union européenne nous met en apesanteur. L'Union européenne, c'est un vide politique, c'est un vide stratégique qui nous empêche de défendre nos intérêts et qui nous empêche tout simplement, qui empêche tous les citoyens des nations européennes
d'avoir la sécurité, la confiance dans l'avenir et cette capacité à transmettre le meilleur d'eux-mêmes qui a fait l'Europe et qui a fait les nations européennes. Face à cela, le 26 mai, l'essentiel va se jouer. L'essentiel va se jouer parce que nous sommes capables d'enlever aux deux partis qui s'accordent pour monopoliser le pouvoir, nous pouvons leur enlever la majorité et nous pouvons faire que vos voix, que les voix du peuple français, comme celles du peuple italien, comme celles du peuple slovaque, du peuple autrichien, du peuple danois ou suédois, etc., que les voix des peuples européens comptent, soient entendues et qu'elles pèsent. Et je peux vous dire que déjà à Bruxelles, on sent le tremblement de terre qui arrive. Déjà à Bruxelles, les fonctionnaires de la Commission savent bien qu'ils vont perdre l'initiative et le monopole de discussion des traités. Parce que vous savez que les traités, aucun de vous, aucun de nous n'a le droit de savoir quoi que ce soit avant qu'ils n'aient été signés. Déjà la Commission sait très bien qu'elle n'est qu'un organe technique et que d'une manière ou d'une autre, elle sera ramenée au rôle de secrétariat permanent des institutions démocratiques que sont le Conseil européen et que sont le Parlement européen. Et déjà, l'Union européenne, Bruxelles, savent très bien qu'ils vont devoir redécouvrir la préférence pour les citoyens européens, le respect de la souveraineté des peuples européens et la liberté des nations. C'est ça qui se jouera le 26 mai. C'est ça qui se jouera avec des listes partout en Europe appelées à devenir nos alliés. Et c'est cela qui se jouera avec la liste conduite par Jordan Bardella, soutenue par Marine Le Pen, cette liste présentée par le Rassemblement national que je vous demande de soutenir. Il y va de nos libertés et il y va de notre souveraineté. Refaire l'Europe pour rendre la France aux Français. C'est le cœur de notre programme. Parce que voilà trop d'années que les gouvernements successifs, ça ne date pas de la présidence d'Emmanuel Macron, ont accumulé les renoncements, les abandons, les petites lâchetés qui font les grandes défaites. Voici combien d'années que parler d'intérêt national, c'est presque devenu un gros mot. Voici combien d'années qu'on nous dit « Vous qui êtes ici, vous n'avez qu'à vous dissoudre dans la mondialisation. Vous n'avez qu'à être des hommes et des femmes du monde comme les autres. Abandonnez votre nationalité, abandonnez votre citoyenneté, abandonnez tout ce que tant d'histoires, tant de sacrifices accumulés ont fait de nous la liberté française, l'honneur et le bonheur d'être français. » Ça s'est traduit au cours des dernières années par 3 affirmations que vous ne devez plus jamais tolérer d'entendre. La première affirmation, c'est celle de François Mitterrand. Contre le chômage, on a tout essayé. Ah, contre le chômage, on a essayé l'arrêt de l'immigration économique et l'arrêt de l'immigration de travail. Contre le chômage de masse, est-ce qu'on a essayé de faire valoir la préférence territoriale? Est-ce qu'on a essayé de faire valoir l'intérêt national à maintenir nos activités sur nos territoires? La seconde affirmation que vous ne devez plus jamais accepter, c'est « il n'y a pas d'alternative ». Si je me suis engagé aux côtés de Jordan Bardella, aux côtés de Marine Le Pen sur cette liste, c'est parce que la politique, c'est qu'il y a toujours un choix possible. En politique, c'est indécent de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Justement, la fonction politique la plus noble, c'est qu'il y a toujours une route pour la liberté et il y a toujours une route pour l'indépendance des nations qui choisissent de se battre et qui vont vers la victoire. Et puis la troisième affirmation qu'il ne faut laisser personne jamais dire, c'est Margaret Thatcher, mais c'est l'idée de notre gouvernement. La société, ça n'existe pas. Il n'y a que des individus, il n'y a que des intérêts économiques. Et qu'est-ce que ça serait plus simple si la France était gérée comme une entreprise ? Parce que si la France était gérée comme une entreprise, on pourrait licencier ces drôles de Français réfractaires au changement qui ne veulent pas quitter leur territoire et qui sont attachés à leur terre, à leur famille et à leurs valeurs. Désolé, la France n'est pas une entreprise, la France est une nation libre et souveraine et elle le fera bientôt entendre. Nous allons le faire entendre.
Nous allons le faire entendre parce que nous allons porter haut et fort un projet qui est un projet politique, qui est un projet de société et qui doit vous donner et vous rendre le pouvoir sur vous-même que l'économie vous a confisqué. Ce que nous allons faire, c'est bien simple. D'abord appliquer le principe de la responsabilité nationale des entreprises. Regardez l'histoire. Dans la globalisation, les entreprises de ce grand pays voisin du nôtre qu'est l'Allemagne ont utilisé la globalisation pour renforcer leur tissu productif. Elles ont créé de l'emploi en Allemagne, elles ont investi en Allemagne, elles ont renforcé les sites de production. Comment les grandes entreprises françaises ont-elles utilisé la globalisation? Elles ont rêvé de fermer toutes les usines en France, elles ont investi massivement sur d'autres continents, elles ont détruit de l'emploi, elles ont porté leurs investissements hors de France. Dans beaucoup de cas, leurs centres de recherche et leurs centres de direction ont quitté les frontières. Le choix de la globalisation par les grandes entreprises françaises a conduit à la destruction de nos sites productifs. Cela, nous le refusons. La responsabilité nationale des entreprises, ça veut dire que l'impôt payé, ça veut dire que les taxes payées seront modulées en fonction de l'impact global de l'entreprise sur son territoire. Est-ce qu'elle favorise l'emploi local et la formation locale? Est-ce qu'elle favorise l'environnement et est-ce qu'elle aide à transmettre plus beau, plus riche le territoire sur lequel elle travaille? Est-ce qu'elle respecte les préférences nationales et les préférences collectives des territoires où elle est implantée? Tout cela, nous le prendrons en compte pour reconstruire les liens entre l'entreprise et la société au nom de la responsabilité nationale des entreprises. Ce que nous devons faire et comment ne pas considérer le champ de ruines que les dogmes globalistes et les dogmes d'ouverture laissent derrière l'Union européenne. C'est en finir avec le désaménagement de nos territoires. Oui, j'ai bien dit désaménagement de nos territoires. Voici maintenant 20 ou 30 ans que nous avons abandonné ce que les rois de France avaient commencé à construire. L'aménagement de nos territoires, c'est-à-dire l'égalité de toutes les Françaises et de tous les Français devant les grands services publics où qu'ils soient. Vous voyez comme moi les postes qui ferment, vous voyez les maternités qui ferment, vous voyez les hôpitaux qui ferment, vous voyez l'état des routes qui se dégrade et vous voyez le coût de la distance qui ne cesse pas d'augmenter. C'est moins cher d'acheter ce qui est produit en Chine et qui arrive par des tankers géants. C'est moins cher d'acheter des produits qui viennent d'on ne sait où, dans des conditions de fabrication dont on ne sait rien, que d'acheter les produits auprès d'entreprises locales qui respectent toutes les normes et toutes les préférences locales. Cela, nous le changerons. Le coût de la proximité, le coût de la distance doit être inversé. Ce qui vient de très loin doit payer le prix de la distance. Ce qui est produit sur le territoire, avec nos normes et avec nos préférences collectives, doit être favorisé par tous les moyens. C'est la clé de cette relocalisation des activités qui est en application partout dans le monde. Est-ce que vous croyez que la Chine n'agit pas au mieux des intérêts des Chinois? Est-ce que vous croyez que les États-Unis ne sont pas d'impitoyables défenseurs de l'intérêt national américain? Et je vous rappelle que la politique de Donald Trump de dénoncer tous les traités de libre-échange, d'appliquer de stricts traités commerciaux, y compris avec des contingentements de quantité, ça a probablement fait revenir plus de 2 à 3 millions d'emplois sur le territoire américain. Et ça n'est pas fini. Ce sont des centaines d'usines qui sont revenues sur le territoire américain parce que c'est plus rentable, c'est plus intéressant et c'est préféré par le consommateur américain que de produire chez soi. Pourquoi ne pas agir de la même manière en France? Nous pouvons reconquérir nos territoires comme territoires de vie, comme territoires qui promettent un avenir meilleur à nos jeunes, comme territoires de vie, de dynamisme, d'investissement et quelque part comme des territoires qui retrouvent davantage cette autonomie économique qui leur a été enlevée. J'ai parlé des relocalisations, j'ai parlé de l'aménagement du territoire. La composante essentielle, elle n'est pas économique, mesdames et messieurs. La composante essentielle de la place de la France dans le monde, c'est l'excellence française, c'est la fierté française, et ce sont des exigences de production qui sont parmi les plus élevées au monde. Pourquoi croyez-vous que nos interlocuteurs chinois
investissent massivement quand ils le peuvent dans les terres françaises et dans les productions agricoles françaises, tout simplement parce qu'ils savent qu'elles satisfassent au plus haut niveau de qualité mondiale. Nous avons à refaire valoir l'excellence française et la qualité française, et elle part de nos territoires, elle part du local, elle part des marques d'origine, et nous devons exiger que nos marques d'origine ou nos marques territoriales aient partout la prépondérance sur les marques commerciales. Est-ce que vous savez qu'une grande entreprise de divertissement américain qui s'appelle Disney a identifié qu'un des créneaux en or, c'était l'alimentation des enfants? Et est-ce que vous savez que Disney est en train de créer des marques alimentaires pour enfants, que les enfants vont naturellement demander à leurs parents, qui ne bénéficient d'aucune appellation d'origine, d'aucune norme sanitaire européenne, dont on ne sait pas d'où elles viennent et dont on ne sait pas comment ils sont fabriqués? Cela, nous le refusons. Nous souhaitons que la transparence et la traçabilité soient totales, parce que ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est notre santé de demain qui est en jeu. Sur tous ces sujets, vous l'avez bien compris, nous devons rendre la France aux Français et nous devons vous rendre la décision politique, le choix politique et la souveraineté. Nous nous y engageons. C'est le sens de votre combat et c'est le sens de votre présence ici cet après-midi. Et pour terminer, je voudrais vous dire très simplement, oui, je suis ému de parler avec vous sur cette terre de tant de travail, de tant de sacrifices, de tant de beauté aussi. Et je crois que vous partagerez avec moi plus tard une grande fierté d'avoir été ici aujourd'hui à nos côtés. Parce que le combat que nous engageons, c'est le combat d'une renaissance de l'Europe. Le combat que nous engageons, c'est le combat d'une renaissance de la France. Cette France qui se bat, cette France qui souffre, cette France qui s'indigne et cette France qui est en colère. Cette France qui doit voter parce que le 26 mai, il y va de votre avenir et il y va de notre avenir à tous. Et si je dois terminer sur une seule chose, votre colère, votre volonté de reprendre le destin de la France en main, il a un nom, il s'appelle voter le 26 mai. Par notre victoire en Europe, nous pouvons refaire la France. Par le changement de l'Union européenne, nous pouvons aider à rendre la France aux Français. Votez, vous serez fiers d'avoir été ici à nos côtés aujourd'hui, parce que la route que nous commençons est encore longue. Il y aura bien d'autres échéances. Il y aura, je l'espère, bien d'autres rendez-vous avec vous. Mais la route que nous conduisons, elle nous conduit à la victoire, elle nous conduit à l'honneur, parce que nous nous battons pour que vive la France. Mesdames et messieurs, chers amis du département du Nord, cher Philippe, cher Sébastien, c'est en voisine que je viens ici, sur cette terre du Cambrésis, sur cette terre ouvrière, cette terre laborieuse d'histoire et de tradition, de courage et de savoir-faire, d'innovation créatrice et d'excellence. Votre dentelle, marque d'un raffinement profondément français, peut s'enorgueillir d'être l'un de nos plus flamboyants ambassadeurs dans le monde entier. Je suis venu vous délivrer un message d'espoir, un message d'avenir, un message pour l'avenir. L'histoire, mes amis, s'accélère. Le temps que nous vivons voit s'accomplir devant nous un grand mouvement de l'histoire du monde, de l'Europe et de la France.
Un renversement mondial d'abord, avec l'émergence dans tous les pays de forces politiques nouvelles, aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, qui relèguent les anciens systèmes et figures politiques au rang de souvenirs très, très lointains. Un bouleversement désormais programmé de l'Union européenne, avec une chancelière qui chancelle, un Juncker qui titube et des commissaires qui préparent leurs cartons. Et ici en France, le prétendu nouveau monde qui apparaît pour ce qu'il est, un régime d'à peine 2 ans, déjà usé, exténué, à la recherche d'un second souffle. Incontestablement, M. Macron n'incarne pas un début de cycle, mais une fin de cycle. Pas la modernité, mais un modèle daté. Pas une nouveauté, mais du déjà-vu. Pas une œuvre originale, mais une sorte de copier-coller. Souvenez-vous, en 2012, le système avait prévu que Dominique Strauss-Kahn devait être mis à la tête de la France. Un accident de salle de bain en a décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, une grâce bien peu divine nous a resservi le plat en 2017, non sans l'avoir repassé en cuisine. Macron, en réalité, c'est un recyclage de Strauss-Kahn. L'inspiration euromondialiste est là, tout comme l'adhésion à la doctrine d'Attali, vous savez, appelant les hommes au nomadisme, à l'individualisme et au consumérisme. Mais surtout, il y a les éléments tangibles de cette strauss-kahnisation du régime Macron. La preuve, ce sont les hommes de l'Élysée. Toute la garde rapprochée de Macron, ce sont des anciens de l'équipe Strauss-Kahn ou des réseaux strauss-kahniens. Tous! Avec quelques exemples. Ismaël Emelien, le conseiller en communication qui commença en 2006 dans l'équipe de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire socialiste. Julien de Normandie, secrétaire général adjoint d'En Marche, conseiller sous le quinquennat Hollande du strauss-kahnien Pierre Moscovici, tout comme Alexis Collère. Stéphane Séjourné, conseiller politique d'Emmanuel Macron, ancien de l'UNEF, dont les biographies nous disent qu'il a soutenu Dominique Strauss-Kahn en 2011 jusqu'à l'affaire du Sofitel. Cédric O, de l'équipe de campagne de Strauss-Kahn lors de la primaire socialiste de 2006, puis lui aussi issu du cabinet de Pierre Moscovici. Quentin Lefay, qui entre dans le cabinet du président par le strauss-kahnien Ismaël Emelien. Benjamin Griveaux, vous savez, celui qui ironisait sur les clopes et le diesel, ancien collaborateur direct de Strauss-Kahn. Gérard Collomb, qui soutient la candidature de Strauss-Kahn à la primaire de 2006, ainsi que son chef de cabinet, M. Gérier. Jean Pisani-Ferry, qui fut collaborateur de Dominique Strauss-Kahn à Bercy. François Patria. Oh, François Patria, c'est le meilleur. C'est un soutien aveugle, lui, de Strauss-Kahn. Il était même allé jusqu'à clamer le soir de l'arrestation du patron du FMI un trait complotiste et pathétique. C'est un coup monté, il y a trop d'invraisemblance. Vous le voyez. On est loin du nouveau monde vanté par la communication publicitaire de la campagne présidentielle. Derrière Macron, il y a en réalité la nébuleuse Strauss-Kahn qui a sauté la case prison pour atterrir devant la porte de l'Élysée. Comment s'étonner qu'en novembre 2017, peu avant la crise des Gilets jaunes, l'ancien directeur du FMI louait l'action d'Emmanuel Macron et lui prédisait, signe d'ailleurs d'une grande perspicacité, un quinquennat formidable. Et avec la brillante nomination d'Alain Juppé, une archaïque figure du RPR des années 80 au Conseil constitutionnel, bien, le régime Macron nous montre qu'il réunit bien le pire de la droite et le pire de la gauche. Strauss-Kahn et Juppé, le pire de la gauche et le pire de la droite. Pourquoi s'étonner dans ces conditions de la bénalisation du régime, des coups tordus et des invectives contre les opposants que l'on constate? Rappelez-vous, Emmanuel Macron, c'était celui qui interdisait à ses partisans de siffler ses adversaires dans les meetings au nom de la bienveillance qu'il ambitionnait d'instaurer une fois au pouvoir. Qu'en reste-t-il de cette bienveillance? Rien. Un système hargneux et agressif, un président méprisant et offensant. Aujourd'hui, il est celui qui insulte le monde entier, traite les dirigeants de la Hongrie et de la Pologne d'esprits fous, traite des alliés européens historiques de la France comme l'Italie de lépreux et ses concurrents politiques de nazis.
Les masques tombent. La Macronie, c'est une masure faite de bois vermoulu, avec des planches pourries et des vis. Les vis, vous pouvez les écrire VIS ou VICES. Hein. Beaucoup plus de vis qu'on ne le croit d'ailleurs. Des vis rouillées. Alors, sur le fond, M. Macron tient à se présenter comme un progressiste. Un qualificatif vide de sens, attrape-tout et donc habile pour séduire l'observateur superficiel. Pour l'électeur de droite, le progrès suggère la réforme, le mouvement, l'idée séduisante que l'on fait avancer les choses. Pour l'électeur de gauche, le mot progrès fait croire à la perspective d'une amélioration de la société, à l'émancipation par les acquis sociaux et l'accès aux techniques. Rien n'est plus trompeur. Macron n'est pas progressiste, mais formidablement régressiste. Sur le plan des grandes libertés publiques, d'abord, loi fake news. Enfin, loi fake news. Le but n'est pas de lutter contre les fake news. Hein. Le but, c'est d'empêcher aux opposants politiques de dire ce qu'ils pensent et qui est contraire à ce que dit le pouvoir. Le contrôle d'Internet, les arrestations préventives, la loi soi-disant anti-casseurs qui est en réalité une loi anti-gilets jaunes, les certifications, par exemple la suppression des enquêtes d'utilité publique, notamment pour l'installation des éoliens. On n'écoute plus ce que le peuple a à dire. La certification de médias officiels. Maintenant, on aura des médias certifiés et des médias non certifiés. Le dévoiement des institutions. Jamais, je vous le dis de la manière la plus solennelle qui soit, jamais, nos libertés individuelles et nos grandes libertés publiques n'ont autant régressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Le macronisme est très clairement un progressisme néolibéral qui prépare l'avènement d'un capitalisme mondialisé et financiarisé. Le plan de navigation d'un bateau sommet de larguer les amarres avec son passé, ses valeurs, ses traditions, ses affections naturelles. Emmanuel Macron, mais vous le savez, vous l'avez tout de suite perçu, c'est l'ultralibéralisme de la droite en matière économique et sociale et le libertarisme de la gauche pour les valeurs, avec pour conséquence directe l'immigration de masse, le laxisme judiciaire total et la dictature des minorités. En clair, c'est un modèle de société hors sol pour les bobos, pour les très riches, pour la caste, mais surtout un modèle auquel les pays du monde entier sont en train de tourner le dos. Le mouvement du monde est un retour aux frontières, au réveil légitime des identités, aux justes régulations, à la défense des intérêts nationaux. Cette France de Macron, mes amis, ce ne peut pas être la nôtre. Nous qui sommes les partisans de la nation, c'est-à-dire de l'égalité et de la fraternité, d'une France qui regarde tous ses enfants avec le même amour et les invite à partager dans la liberté retrouver un destin commun. Emmanuel Macron nous fait croire qu'il gouverne la France depuis 2 ans. En réalité, il est aux commandes de la politique économique du pays depuis près de 7 ans. 5 ans sous François Hollande, comme conseiller puis ministre de l'économie et des finances, et 2 ans comme président de la République et ministre de tout, au passage. En 7 ans, force est de constater que ce champion pro-business n'a pas réussi à sortir la France de l'ornière, il l'a même enfoncée davantage. La crise des Gilets jaunes en témoigne. Le régime d'Emmanuel Macron est désormais confronté à une double crise. Une crise d'efficacité, avec un échec généralisé sur le front des déficits, du chômage, du commerce extérieur, et puis une crise de légitimité. L'une étant la conséquence de l'autre. Une crise de légitimité, c'est-à-dire de démocratie, en fait. Comment pourrait-il en être autrement? Un progressiste façon Macron, c'est quelqu'un qui sait, pour vous, ce qui est bon. Quelqu'un qui ne vous demande pas votre avis et qui croit même pouvoir vous imposer sa conception du bonheur. De fait, tout a été fait, mes amis, pour sortir le citoyen du débat public. Une majorité parlementaire artificielle qui légifère sans accepter le moindre amendement de l'opposition. Des réformes conduites sans concertation, par ordonnance, souvenez-vous. Un gouvernement de techniciens qui méprise la politique avec un grand P. Un président qui n'écoute que lui-même. Il a fallu la révolte des Gilets jaunes pour se rappeler qu'en démocratie, cela
peut se passer comme cela, que le pouvoir appelle du respect et de l'humilité. Nous l'affirmons. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple et à lui seul. En 7 ans, la seule chose que notre surdoué de l'économie a su créer, ce sont des taxes, des impôts, des prélèvements, et cela sans jamais augmenter, bien entendu, votre pouvoir d'achat. Sous Macron, être un retraité, c'est être un rentier, donc un privilégié. Sous Macron, être un propriétaire, c'est être un ennemi de l'économie marchande. Sous Macron, être un manifestant pacifiste, c'est être un factieux. Sous Macron, être automobiliste, c'est être une vache à lait et une cible. Sous Macron, être de la classe populaire, c'est être un fardeau pour la société, un boulet, un poids mort. Et plus il vous a soutiré d'argent, plus il a puisé dans vos poches, plus l'État s'est appauvri. Plus l'État s'est retiré, plus l'État s'est endetté. Alors je pose une question. Où est passé l'argent ? Qu'ont-ils fait de notre argent ? Qu'ont-ils fait de notre argent pour nous demander de payer toujours plus et nous donner toujours moins en prestations et en services publics? Moins de classes dans nos villages, moins de gendarmerie dans nos campagnes, moins de régiments, moins de policiers, moins de trains, moins de maternités, moins d'hôpitaux, moins d'infirmières, moins d'aide. Et il y a toutes ces micro-injustices, mes amis. Ces micro-injustices du quotidien que nous subissons et sur lesquelles la révolte populaire des Gilets jaunes a braqué enfin le projecteur. Est-ce qu'il est normal de payer de la TVA sur les taxes sur nos factures d'électricité, comme on paye de la TVA sur les taxes sur l'essence? Pourquoi payer l'essence sur l'autoroute à un prix exorbitant alors que l'approvisionnement n'y est pas moins accessible que dans les villages? Tout simplement pour engraisser des sociétés pétrolières. Est-il juste d'acquitter un péage qui ne va pas à la collectivité, mais qui permet de verser des dividendes aux actionnaires privés de sociétés routières ou plutôt de sociétés rentières? C'est en fait le retour de l'octroi de l'ancien régime. Est-il normal de subir les pratiques bancaires sans que personne ne vous défende? Des banques qui puissent directement sur votre compte courant pour des services que vous n'avez pas demandés ou pour des agios facturés à des tarifs prohibitifs. Et je ne parle pas des comportements humiliants des banquiers pour les personnes en difficulté. Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie? Est-il normal qu'il ait accès à un logement et bénéficie d'un revenu social immédiat ou des soins totalement gratuits lorsque nos compatriotes dans la difficulté sont sans emploi, sans toit ou renoncent à des soins par manque de moyens? Est-il normal que l'argent coule à flot dans certaines banlieues et que nos campagnes soient abandonnées? Est-il normal d'entendre le président expliquer aux Français qu'il n'y a pas d'argent pour les plus modestes d'entre eux et dans la même phrase se féliciter au cours d'un grand débat que l'État dépense 2 milliards d'euros pour l'accueil des migrants? Et encore 2 milliards sans compter l'aide médicale d'État, sans compter la gestion des soi-disant mineurs isolés dont la grande majorité ne sont ni mineurs ni isolés. Le sujet est intervenu avec la commission sur le grand débat, avec sa présidente, Madame Joanneau. Mais va-t-on continuer à financer à prix d'or les placards dorés des excellences du système, les observatoires bidons, les hautes autorités de ceci, les hautes autorités de cela, les missions officielles de complaisance, aussi inutiles que grassement rémunérées? Combien y en a-t-il? 1500 1500, paraît-il, peu ou prou. Ça fait beaucoup de Chantal Joanneau, beaucoup de frais
beaucoup de dépenses pour, il faut bien le dire, un résultat dont ni vous ni moi ne connaissons absolument rien. Vous savez, c'est ce que nos compatriotes antillais appellent du mot imagé, mais tellement juste, de profitez-en. Ces agissements, ces situations-là, ce sentiment du deux poids, deux mesures, je vous le dis, constituent des violences pour tous les Français légitimement épris de justice et d'équité. Tout cela appelle une remise à plat. Tout cela appelle une révolution du bon sens. Cette société qu'ils nous ont fabriquée est oligarchique. Elle ignore ou écrase les gens modestes, les sans-voix, qui se retrouvent finalement sans toit et même sans loi pour les protéger. Elle est le fait de gens qui ne cessent de professer le vivre ensemble, lorsque eux-mêmes ne vivent qu'entre eux, dans des quartiers protégés, au sein de la caste. Nous nous disons aux Français, ne vous habituez pas, faites-vous entendre, faites-vous respecter. Et c'est vrai, et il a eu raison de le rappeler, Hervé Juvin tout à l'heure, votre force, c'est votre bulletin de vote. Et je vous le dis, avec le Rassemblement national, vous serez respectés. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de cette République injuste et sans égard ni respect pour les plus modestes, pour ceux qui travaillent sans arriver à vivre de leur travail, pour les mères célibataires, ces héroïnes des temps modernes, qui se démènent pour élever correctement leurs enfants. Nous pensons que la politique n'est pas un divertissement, une sorte de jeu. Derrière les doctrines, derrière les raisonnements, derrière les idées, derrière les décisions, il y a la vie de gens, de familles, de retraités, d'enfants. Cette logique d'inspiration totalitaire, c'est celle qui prévaut d'ailleurs au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est un gigantesque laboratoire de cela, un laboratoire de l'ultralibéralisme, un laboratoire du libre-échange, un laboratoire de la mondialisation sauvage. Mais l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Union européenne n'est pas l'Europe. C'est une construction idéologique pure qui procède de l'idée que rien ne doit plus compter que le marché. Elle procède de l'idée que les nations européennes ont vécu et doivent être remplacées par une organisation globale, désincarnée, indifférenciée, sans frontières, sans limites, sans référence historique. Alors moi, je veux que vous compreniez bien, mes amis, qu'asservir les nations, c'est asservir les citoyens. Le poste national va toujours avec le poste démocratique. L'Union européenne, c'est un empire dont nous serions les sujets. Une Europe sans les Européens. Une forme étatique vers un gouvernement mondial. L'Union européenne est une machine à broyer les peuples, à broyer les gens. Mais cette vision ne représente pas la modernité. Je vous ai parlé des injustices que nous subissons au quotidien. Mais avec l'Union européenne, la même logique au profit des puissants est en place. Vous l'avez constaté. La concurrence déloyale de produits agricoles sans normes et sans charges, qui envahissent les étals des marchés. N'est-ce pas une injustice pour nos agriculteurs qui sont ruinés par ces pratiques? La préférence étrangère imposée par l'intermédiaire de la directive détachement des travailleurs, qui voit 60% des emplois du terminal méthanier de Dunkerque être occupés par des travailleurs venus de l'Est dont les charges sociales sont très inférieures aux nôtres, alors que le chômage ravage la région. N'est-ce pas une injustice? Les routiers qui voient des camions venus d'Europe centrale dispenser des règles de repos obligatoires, écumer le marché français du transport, ne subissent-ils pas une injustice inadmissible? Mais on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte de l'étendue du préjudice d'un tel fonctionnement. D'abord pour les caisses de sécurité sociale, qui ne perçoivent aucune charge pour ce travail. Pour nos réseaux routiers, abîmés par des véhicules qui n'acquittent aucun des coûts d'entretien des routes et des infrastructures. Pour les automobilistes, qui voient des camions étrangers rouler en France en dehors de nos règles de sécurité routière. Et puis, disons-le,
pour les routiers polonais ou roumains, véritables esclaves de la route qui vivent sur des aires d'autoroute. On est passé du produit ou du service bon marché aux travailleurs low cost et à l'individu jetable. Dans ce grand désordre, mes amis, de tous contre tous, le consommateur ne s'y retrouvera pas, contrairement à ce qu'on vous a vendu. Que de vies humaines éprouvées par ces logiques comptables, par des perspectives réduites à un ratio de rentabilité immédiate, à un chiffre d'endettement, à un modèle statistique de technocrate gris. Sous des aspects sérieux, techniques et étudiés, l'Union européenne procède d'une pensée débraillée, inconséquente, inhumaine. Pour les européistes, n'a de valeur que ce qui se calcule. Le reste, c'est-à-dire l'homme, n'est pas réductible à un chiffre, et donc pour eux, ça ne compte pas. À cette Union européenne insensée, devenue un amas de promesses non tenues, la négation de la vraie Europe, nous disons non. Nous ne resterons pas prisonniers de la seringue européiste. Optimistes, par patriotisme, nous sommes pour la protection, donc nous sommes pour la nation, qui est pour chacun l'espace le plus protecteur. Le respect des nations signifie le respect des peuples, et le respect des peuples signifie le respect des citoyens et des personnes. Et c'est pourquoi nous travaillons à l'avènement de l'Europe des nations, c'est-à-dire l'Europe des peuples et des gens. L'Europe, notre Europe, est une réalité millénaire, indissociable des nations qui la composent et qui l'enrichissent de leur culture, de leur langue, de leurs traditions respectives. Moi, j'ai envie, je suis désolé de le dire, que les Français restent des Français, que les Roumains restent des Roumains, que les Italiens restent des Italiens, que les Espagnols restent des Espagnols, que les Allemands restent des Allemands et les Autrichiens des Autrichiens. Et je veux que chacune de ces nations soit respectée, même les moins puissantes économiquement, parce que toutes ont droit à une égale dignité, toutes ont droit à un égal respect. Les européistes n'auront pas raison contre l'histoire qui s'écrit. Déjà par notre action, l'édifice bruxellois se fissure. Et vous le savez, c'est par les fissures que passe la lumière. Le 26 mai, nous élargirons ces fissures pour permettre au peuple d'y entrer. Vous l'avez compris, la révolte patriote, la révolte patriotique à laquelle nous vous appelons est démocratique, politique et authentiquement républicaine, tant elle porte en elle les valeurs fondamentales de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive le peuple français, vive l'Europe des nations, vive la République et vive la France! Mes chers amis, parce que nous sommes des patriotes, c'est un moment